Bonjour tout le monde. Merci d'être là en grand nombre pour ce webinaire qui porte évidemment sur les enjeux de l'impact sociaux et éthique de l'intelligence artificielle. Et cette présentation va porter plus précisément sur le contenu de certaines thèses d'un ouvrage coécrit par moi et mon collègue Jonathan Martineau. Donc, deux personnes homonymes ici. Vous pouvez nous appeler par nos noms de famille si vous voulez nous différencier dans la période de questions. Donc, je vous remercie beaucoup d'être ici. Aujourd'hui, on va aborder de plein fouet différents enjeux qui touche en fait la notion de capital algorithmique qu'on va essayer de définir et voir en quoi ça nous permet d'aborder l'enjeu de l'intelligence artificielle sous un angle peut-être différent à vos travaux de recherche. Donc, d'une part, on va exposer de mon côté les soubassements théoriques et méthodologiques de notre approche qui s'enracinent dans la théorie critique du capitalisme avancé. On va ensuite définir qu'est-ce qu'on entend par capitalisme algorithmique, la définition, ses dimensions, les différents impacts que je vais esquisser de façon extrêmement brève. Et ensuite, mon collègue Jonathan Martineau va aborder de manière plus directe deux dimensions principales, la question du travail algorithmique qui se présente sous différentes dimensions, non seulement ce qu'on appelle le digital labor, mais aussi d'autres formes de travail qui servent à produire ce qu'on appelle intelligence artificielle, et ensuite les enjeux environnementaux liés à ça. Donc, c'est un bref survol de cette présentation. Ça va aller très vite. On a chacun 15-20 minutes pour présenter nos parties. Donc, on va laisser du temps pour la discussion par la suite. Pour commencer, la théorie critique, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, pour nous ici, vous pouvez voir à travers la présentation le visage de Karl Marx, mais ce n'est pas le seul penseur de la théorie critique. Mais on peut le prendre comme point de départ. Dans sa pensée, il y a trois dimensions qui me semblent essentielles pour formuler une théorie critique. D'une part, il faut qu'une théorie critique soit capable d'examiner les relations de pouvoir, les systèmes de domination, les injustices et les systèmes de pression présents dans la société. Donc, si une théorie n'aborde pas les questions des enjeux de pouvoir des systèmes de domination, ça peut être une théorie philosophique, sociologique, économique, anthropologique ou autre, elle peut être explicative, descriptive, mais ça ne sera pas une théorie critique. Donc, cette dimension-là, toute théorie de l'intelligence artificielle qui se veut critique doit aborder la question des relations de pouvoir. Deuxièmement, une théorie critique est toujours et déjà une théorie de la société qui aborde la société de façon interdisciplinaire, donc qui fait une analyse holistique et assez globale des phénomènes présents dans la société, que ce soit dans ses dimensions sociales, économiques, culturelles, politiques et même psychologiques aussi. Donc, les théories critiques, la plupart sont dans une approche trans ou interdisciplinaire, et ça fait partie notamment de l'œuvre de Karl Marx, mais de beaucoup d'autres pensées critiques. Troisièmement, il y a une orientation pratique à cette théorie. Donc, la théorie n'est pas autosuffisante. Elle sert en quelque sorte à éclairer la formulation de politiques publiques, à éclairer des enjeux éthiques, à éclairer aussi comment on peut appuyer des mouvements de contestation, mouvements sociaux qui aspirent à l'amélioration, à la transformation du monde. Donc, cette théorie n'est pas neutre, elle ne prétend pas avoir disons, une vision purement neutre de la réalité. Elle s'engage pour essayer de transformer la société pour la rendre plus juste et démocratique à la fois aussi. Donc, c'est une théorie qui est multidimensionnelle. Et il y a plusieurs traditions de théorie critique et que nous, on puise entre autres dans le livre à travers les approches issues du sillage de Marx, on pourrait dire, mais aussi les théories féministes sur la reproduction sociale notamment, les pensées décoloniales, l'écologie politique, les théories antiracistes. Donc, pour avoir une vision holistique des systèmes de pouvoir. Pour nous, en fait, dans notre livre qui aborde de plein fouet ou de façon très directe le capitalisme algorithmique, on se concentre sur ce système de domination, évidemment, qui implique des inégalités de classe, des systèmes d'exploitation et d'aliénation. Mais pour nous, le système capitaliste ne tient pas de façon isolée. Il est entrelacé, entremêlé avec d'autres systèmes de pression, le patriarcat, le racisme, le colonialisme. On pourrait dire aussi le productivisme, une vision qui joue sur le rapport qu'on peut avoir entre la société humaine et les écosystèmes. Donc, ces différents systèmes de pression qui sont interreliés. Et si on va de plus près maintenant dans le champ des théories critiques de l'intelligence artificielle de l'IA, on se sert dans notre livre, en fait, de beaucoup d'auteurs et d'autrices, beaucoup de femmes notamment, qui abordent ces enjeux. Donc, Cathy O'Neill, que vous connaissez peut-être, qui aborde les enjeux des différentes injustices algorithmiques, Evgeny Morozov, qui aborde de façon critique le solutionnisme technologique. Antoine, c'est Antoinette, pardon, de Rouvroy qui apporte l'enjeu de la gouvernementalité algorithmique, Shoshana Zuboff, et là, il y a plein d'autres auteurs et autrices dont se sert dans le livre. Pour nous, en fait, c'était important de non seulement aborder l'enjeu de l'IA et du système capitaliste contemporain de façon, je pourrais dire, isolée, mais vraiment de mettre en dialogue une pluralité d'auteurs majoritairement présents dans le monde anglophone, mais aussi les faire dialoguer avec des auteurs francophones.
Donc, c'est un peu, je dirais, le soubassement théorique avec lequel on approche cet enjeu du capitalisme algorithmique. Qu'est-ce qu'on entend par là? La thèse, ou plutôt l'hypothèse principale sur laquelle s'appuie notre ouvrage, c'est qu'on ne peut penser le capitalisme et ce qui se passe du côté algorithmique, les différents algorithmes, de façon isolée, parce que les deux sont entremêlés. D'une part, ce qu'on entend par capitalisme, c'est un système socio-économique, mais c'est aussi beaucoup plus que ça, c'est une totalité sociale complexe. Donc, je vais revenir sur cette notion par la suite. Et le système capitaliste aussi, c'est un système social qui a traversé l'histoire, qui a une très longue histoire et qui s'est reconfiguré en différentes phases et stades de développement à travers différentes crises. Et on ne peut comprendre les reconfigurations actuelles du système capitaliste sans comprendre ce qui se passe dans les reconfigurations de notre infrastructure technologique à travers le déploiement de l'intelligence artificielle notamment et des différentes technologies algorithmiques. Et on ne peut comprendre ces technologies algorithmiques qu'on entend souvent comme des suites d'opérations qui permettent de résoudre des problèmes complexes ou qui permettent, par exemple, d'avoir des systèmes de décision automatisés. Donc, algorithme ici, c'est un terme que vous connaissez sans doute si vous travaillez dans le milieu de l'intelligence artificielle et des différentes données. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut comprendre les impacts sociaux de l'intelligence artificielle et leur impact économique sans les réinscrire dans une théorie globale du capitalisme avancé à notre époque. Donc, les deux doivent être interreliés, d'où un peu l'expression de capitalisme algorithmique. Qu'est-ce qu'on entend plus précisément par le système capitaliste? Un système socio-économique basé sur différents piliers. La propriété privée des moyens de production qui amène des relations de classe entre ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui ne les possèdent pas et qui doivent travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins de base, on pourrait dire. Le marché du travail qui est basé sur le salariat. Une dynamique d'accumulation, donc une idée en fait que le système sert d'abord à produire des marchandises en vue de faire des profits dans une logique de croissance et d'expansion illimitée. Et ensuite aussi, il y a cette idée d'une allocation du surplus des facteurs de production par le marché. Le capitalisme n'est pas équivalent à une simple économie de marché parce que des marchés, il y en a eu à travers l'histoire sous différentes formes, mais les marchés jouent un rôle particulier dans ce système socio-économique. Ensuite, deuxièmement, on s'intéresse notamment au système capitaliste, non seulement comme système économique, mais on s'inscrit dans les travaux de Nancy Fraser, que vous connaissez peut-être, philosophe féministe néo-marxiste également, qui pense le capitalisme comme un ordre social institutionnalisé, c'est-à-dire comme étant un mode de production économique qui repose sur des conditions d'arrière-fond, dont l'environnement, ce qu'on appelle les écosystèmes, la nature. S'il n'y avait pas de nature, il ne pourrait pas avoir de système économique et pas de société humaine du tout. Il y a aussi notamment les pouvoirs publics, les différentes institutions qui permettent notamment de protéger la propriété privée, d'assurer une certaine redistribution des richesses, d'assurer un certain cadre dans la société. S'il n'y avait pas d'institutions publiques pour encadrer ce système socio-économique, ça ne fonctionnerait pas. Il y a aussi le travail de care, notamment, donc l'idée qu'il faut prendre soin des enfants, des personnes malades. Il faut faire tout un travail émotionnel pour reproduire la vie des différents êtres humains qui vont par la suite travailler dans des entreprises, dans des usines, dans différents endroits pour produire des marchandises. Mais ces êtres humains doivent être produits eux-mêmes directement. Donc, je vais vite ici. L'idée de Nancy Fraser est extrêmement riche parce que nous, ça nous permet de comprendre la société capitaliste dans sa complexité comme étant un système socio-économique avec plusieurs dimensions. Mais ce qu'elle oublie dans cette théorie, c'est elle n'a pas abordé du tout la question des conditions de production et la question technologique. Donc, c'est comme si dans son système, il n'y avait pas d'infrastructure matérielle technologique qui permettait à ce système de fonctionner. Et c'est pourquoi on a envie en fait, de bonifier, de renforcer son approche avec d'autres approches aussi, notamment celle de Shoshana Zuboff, que vous connaissez peut-être, l'âge du capitalisme de surveillance, qui a eu un grand succès en librairie auprès du grand public, mais aussi dans le milieu de la recherche. Ce qu'elle définit de son côté, elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit on est passé dans un nouveau stade du système capitaliste, qu'elle appelle le capitalisme de surveillance, qui est basé sur deux principales dimensions. Un impératif d'extraction. Donc, c'est un système qui est basé sur une extraction maximale de données personnelles. Et dans ce monde, en fait, la monétisation des données devient une source d'enrichissement extrêmement grande pour les plateformes numériques. Ensuite, en fait, ces différentes données, à quoi elles servent? Elles servent à créer des produits prédictifs, donc à pouvoir prédire des comportements notamment à travers la publicité ciblée que vous connaissez sans doute sur les médias sociaux, mais qui va de façon beaucoup plus large voir comment on peut contrôler, orienter les comportements des individus pour leur faire agir dans certaines directions qui peuvent être des fins commerciales ou lucratives.
Et ce qu'elle va dire, en fait, avec ce système de capitalisme de surveillance, il y a une nouvelle forme de capitalisme de surveillance, il y a une nouvelle forme de pouvoir qui émerge, le pouvoir instrumentarien, que nous, on nomme le pouvoir algorithmique, qu'elle définit comme une instrumentation du comportement des fins de modification, de prédiction, de monétisation et de contrôle. Donc, on se sert en quelque sorte de son livre, que vous connaissez sans doute, L'âge du capitalisme de surveillance, comme point de départ de notre approche. Mais en même temps, ça a été un peu l'élément déclencheur dans notre travail de recherche à moi et Jonathan Martineau, qui nous a éveillés en quelque sorte sur l'enjeu qu'il fallait avoir une théorie du système capitaliste contemporain pour comprendre ce qui se passe dans le champ de l'intelligence artificielle. Mais l'enjeu, c'est qu'elle oublie, en fait, en quelque sorte, elle passe uniquement sur les enjeux de surveillance. Donc, il y a des grandes plateformes numériques, il y a des individus qui n'ont plus de vie privée. Et c'est cet axe principal qui oublie la question de l'infrastructure matérielle de cette intelligence artificielle, qui oublie la question de l'exploitation du travail humain, qui continue encore, et tout ce qui est de l'ordre de l'impact environnemental aussi, qui passe complètement à côté de sa grille d'analyse. Donc, c'est pourquoi on a voulu compléter le travail de Zuboff avec les travaux de Nancy Fraser, mais aussi avec l'approche de Kate Crawford, que vous connaissez aussi sans doute, qui a développé la vision que l'IA, en fait, n'est non seulement euh, un ensemble de processus informatiques qui sont liés dans ce qu'on a développé dans les 20 dernières années, notamment de façon beaucoup plus forte en termes d'apprentissage automatique, apprentissage profond, le deep learning, en termes d'outils, d'applications de toutes sortes, mais il y a toute une infrastructure industrielle complexe à l'échelle planétaire qui se déploie, qui fait fonctionner cette intelligence artificielle. Donc, ce qu'elle va dire au début de son livre de Contre-Atlas de l'IA, qui a été traduit en français en 2022, l'intelligence artificielle est à la fois incarnée et matérielle, faite de ressources naturelles, d'énergie fossile, de travail humain, d'infrastructures, de logistique, d'histoire et de classification. Donc, on va revenir sur cet aspect-là dans la partie de mon collègue. Il va davantage voir quels sont ces sous-bassements matériels de cette intelligence artificielle et en quoi ça a des impacts sur la société, l'environnement, le travail humain. Et on a trouvé en fait que les théories de Kate Crawford pouvaient être bien harmonisées avec celles de Shoshana Zuboff et de Nancy Fraser, mais il manquait encore quelque chose comme une théorie holistique globale du système capitaliste et une analyse de ces formes de pouvoir qui émergent au sein de cette infrastructure. Ce pourquoi on arrive dans le cœur du sujet, l'hypothèse du capital algorithmique. Ce qu'on apporte dans notre livre, en fait, c'est qu'on dit il y a quelque chose comme une nouvelle phase du système capitaliste qui émerge et qui prend le relais du néolibéralisme, donc la phase précédente de ce système socio-économique, et qui va prendre forme, en fait, le basculement de ces deux stades de ce système socio-économique va se faire autour de 2007-2008 jusqu'à 2010 environ. D'une part, parce qu'il y a deux choses qui se passent. Il y a au niveau technologique l'émergence de ce qu'on appelle le big data. Il y a le machine learning qui se déploie à très grande vitesse et par la suite le deep learning. Il y a l'émergence du modèle d'affaires des plateformes numériques. Il y a de plus en plus en fait de littérature aussi autour de ce qu'on appelle le digital labor. On va revenir sur ça, le travail numérique digital. Et il y a la crise du côté socio-économique, le crise du néolibéralisme qui amène une crise de légitimité de ce système. Le néolibéralisme, je ne peux pas le définir en long et en large ici, mais c'est un système socio-économique qui était pensé en fait comme étant un système qui va essayer de valoriser la libre entreprise, l'autorégulation de l'économie par les différents marchés, qui va favoriser la privatisation des services publics, l'idée que les êtres humains sont d'abord et avant tout des êtres économiques et on doit laisser libre cours à la concurrence, la compétition. Et les sujets doivent se considérer comme étant différentes entreprises qui doivent et qui doivent essayer de valoriser leur propre capital. Donc ça, c'est un peu cette idéologie, cet imaginaire qui a pris forme, en fait, qui a eu une grande influence sur les politiques publiques de dizaines de gouvernements à travers le monde, des années 1980 notamment, jusqu'à environ 2007-2008. Le néolibéralisme continue à exister, mais il y a quelque chose qui prend le relais. Et cette chose qui prend le relais s'inscrit notamment dans une reconfiguration de l'infrastructure technologique avec l'émergence extrêmement grande de l'intelligence artificielle. Et ce que ça amène pour nous, le capital algorithmique, défini ici comme étant un processus, c'est une dynamique d'accumulation. Accumulation du capital à travers extraction de données personnelles, à travers production de technologies algorithmiques qui permettent en fait de générer des profits qui vont être accaparés par la grande majorité, mais pas uniquement par le secteur privé, par l'industrie numérique, par les grandes plateformes. Mais plus qu'une dynamique d'accumulation, c'est aussi une forme de médiatisation, une médiation
Donc, c'est-à-dire une forme d'interface qui va réguler les interactions entre êtres humains. Donc, ça va être quelque chose, en fait, qui va changer, en quelque sorte, la nature des comportements, la nature des relations sociales que les humains ont les uns vis-à-vis des autres. Et ça va représenter, comme le dit Shoshana Zuboff, une nouvelle forme de pouvoir également. Donc, pour faire ici un petit résumé de ce que je viens de dire, le capitalisme algorithmique émerge avec la configuration de différentes choses, une révolution technologique avec l'émergence du big data, le cloud, aussi j'ai oublié de mentionner les smartphones, les téléphones portables intelligents, le machine learning et le deep learning qui permettent d'extraire beaucoup de données personnelles et ensuite de les faire entrer dans différents algorithmes qui vont produire des prédictions de toutes sortes qui vont permettre d'accumuler des profits. Ça s'inscrit à travers une crise économique importante, la crise financière mondiale de 2007-2008, avec le modèle d'émergence des plateformes numériques. Et on a aussi parlé aussi, il y a d'autres termes dans la littérature qui existent sur le capitalisme de plateforme. On a parlé aussi parfois de économie du partage, entre guillemets, ou d'économie collaborative avec Uber, avec Airbnb et d'autres grandes plateformes de ce monde. Donc, le processus d'ubérisation, pour nous, c'est contemporain de l'émergence, de la consolidation du capitalisme algorithmique et c'est une dynamique d'accumulation, comme j'ai dit. Ici, j'ai bientôt fini ma présentation. Je voudrais faire ici un bref aperçu de comment on situe historiquement ce système socio-économique. Ici, vous avez un tableau qu'on utilise dans le livre qui distingue deux grandes époques de la production capitaliste. D'une part, le capitalisme industriel qui a émergé au 19e siècle et même un peu avant le 19e siècle et qui s'est poursuivi à peu près jusqu'à la moitié, jusqu'à la période de l'après-guerre, dans ce qu'on appelle les Trente Glorieuses. Et il y a quelque chose qui émerge comme le capitalisme numérique de façon large. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on distingue deux sous-phases, en fait, du capitalisme numérique. La phase, on pourrait dire, du post-fordisme ou du néolibéralisme, qui date du milieu des années 70 jusqu'à environ autour de 2008-2010, comme je l'ai dit plus tôt, avec la nouvelle phase du capitalisme algorithmique qui émerge au début des années 2000, mais vraiment qui prend une pleine accélération autour de la crise financière de 2007-2008. Et là, ici, on peut voir que le capitalisme a une très, très longue histoire. On le fait remonter à travers le temps dans le livre. Je ne pourrais pas ici résumer l'ensemble de ce tableau assez complexe. Ça vous donne un petit aperçu. Mais on peut voir qu'à chaque phase de ce système socio-économique, que ce soit le capitalisme mercantiliste qui date du début de la modernité jusqu'au stade industriel régulé par l'État, le néolibéralisme financiarisé mondialisé, jusqu'à aujourd'hui, il y a des nouvelles formes d'entreprises qui émergent dans chaque stade, une forme centrale de travail qui émerge, des différents moteurs piliers d'accumulation, des types de capitaux qui sont dominants aussi, que ce soit le capital commercial, industriel, financier ou maintenant algorithmique. À chaque phase, il faut aussi souligner que le capitalisme ne va pas éliminer ce qui venait avant. Il va surajouter une nouvelle dimension qui va reconfigurer l'ensemble des dimensions. Par exemple, l'intelligence artificielle est utilisée dans la sphère du capital industriel. Elle va servir à accélérer l'accumulation de capital financier à travers différents algorithmes sur les marchés financiers, à travers les fintech qu'on appelle aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui reconfigure l'ensemble des dimensions et qui va par la suite aussi amener des formes en fait, des nouvelles formes de marché prédominant, des relations de classe qui vont être reconfigurées à travers le temps, des dynamiques en termes d'industrialisation, en termes de mondialisation, de datafication du monde aussi, et des formes peut-être gouvernementales ou étatiques, ou en fait qui va transformer la nature des structures étatiques, des formes de gouvernement. Et on fait l'hypothèse que quelque chose qui émerge tranquillement à notre époque, qui est une forme d'État algorithmique, le gouvernement, l'État lui-même se reconfigure par ces différentes technologies. Je vais conclure maintenant en disant qu'un des signes que le capitalisme algorithmique est bien parmi nous, c'est à travers le top 100 ou les palmarès mondiaux des plus grandes entreprises à travers le monde. Si on regarde ici, je n'ai pas de tableau qui montre l'évolution avant la crise de 2007-2008 et maintenant aujourd'hui, mais avant, les principales entreprises les plus puissantes à travers le monde étaient des entreprises financières, des entreprises énergétiques comme avec le gaz, le pétrole et ainsi de suite. Et maintenant, en fait, depuis environ 2012-2013, et ça s'est accéléré encore plus pendant la période de la pandémie, le top 10 des plus grandes sociétés cotées en bourse sont des sociétés numériques. Apple, Google, Facebook, Tesla maintenant. Donc, les géants du web qui prennent la plus grande partie de la place. Il me reste ici deux petits éléments et je vais passer la parole à mon collègue. Le pouvoir
du capital algorithmique prend différentes formes. D'une part, par une forte concentration du pouvoir économique, comme je viens de le montrer ici, qui passe par une hégémonie des géants du numérique qui ont une grande influence sur l'ensemble de notre économie et de la société. D'une part aussi, il y a ce qu'on appelle les différentes oppressions algorithmiques, ou dans la littérature aussi, vous connaissez peut-être la notion de biais algorithmique. Donc, le fait que les différents algorithmes ne sont pas neutres, ils vont être en fait entraînés par différentes données humaines qui sont liées à des systèmes de pouvoir, qui font en sorte qu'il peut y avoir une amplification des inégalités en termes de classe, de sexe, de race et autres. Mais au-delà de ces biais algorithmiques qui sont extrêmement intéressants, puis il faut étudier ça pour essayer de corriger ces biais, il y a des formes aussi de gouvernementalité algorithmique, c'est-à-dire de contrôle des conduites individuelles par des systèmes décisionnels automatisés, des nudges, des formes de contrôle des comportements humains qui sont tout aussi intéressantes et inquiétantes à étudier en quelque sorte pour voir comment, même si on voulait éviter tout biais algorithmique, il y aura encore des entreprises qui ont du contrôle sur les conduites individuelles et ça, d'après nous, c'est un enjeu éthique important. Et il y a une certaine logique algorithmique qui se déploie aussi à travers une vision solutionniste aussi. Parfois, on va dire à tout problème social et environnemental, on va créer une nouvelle application, une nouvelle IA qui va permettre de régler les problèmes socio-complexes. Et ça, d'après nous, c'est un des biais de ce système socio-économique. Et là, les impacts du capital algorithmique, notre livre a 20 thèses différentes, a 20 chapitres qui abordent les impacts au niveau du travail, de la sphère domestique, du développement territorial, au niveau la démocratie, des relations internationales aussi, donc les enjeux géostratégiques entre la Chine, les États-Unis, la Russie, les pays du Sud global et autres, la relation avec l'environnement. Et là, je vais laisser la parole à mon collègue Jonathan Martineau qui va présenter de façon plus concrète deux impacts de ce capitalisme algorithmique dans la sphère du travail et de l'environnement. Donc, je te laisse la parole, mon cher. Merci Jonathan. Merci à l'ID de cette belle invitation. Merci à tous et toutes d'être présentes aujourd'hui en ce début d'année. Je vais prendre la balle au bon en quelque sorte à la suite de l'exposé de mon collègue. Je souhaite aller un peu plus en profondeur dans deux thèmes qui sont reliés donc à notre examen de cet avènement donc du nouveau stade du capitalisme et des transformations sociales profondes qui en découlent. Évidemment, dans le livre, nous faisons porter l'enquête sur plusieurs sphères, plusieurs secteurs de la société. Mon collègue vient de le mentionner dans la diapo précédente, l'État, les temporalités sociales, les subjectivités, les relations internationales, etc. Mais afin peut-être de compléter la présentation dans les délais qui sont impartis, je vais me concentrer sur deux thèmes en particulier. Le travail, donc, qui occupe deux thèses dans le livre, ainsi que le thème de l'environnement. Donc, sur le plan du travail, il y a effectivement des grands bouleversements dans le monde du travail qui sont reliés à cette nouvelle mouture du capitalisme, si on veut. En un mot, le travail salarié, les secteurs d'emploi sont transformés sous l'impact des technologies algorithmiques, mais plus profondément, la production de valeur marchande ne repose plus seulement sur le travail salarié, mais également sur l'extraction de données. Donc, le travail salarié se transforme. On le voit dans de nombreux secteurs d'emploi. Je vais donner des exemples tout à l'heure, mais notre examen dans les vise également à conceptualiser cette nouvelle réalité de la production à l'ère du capital algorithmique. Donc, d'une part, il y a la question des impacts de l'IA sur le travail. D'autre part, il y a aussi cette question de qu'est-ce que devient le travail de façon plus large à l'ère du capital algorithmique? Quelles activités productives humaines soutiennent et reproduisent la société ou reproduisent ce monde algorithmique? Donc, on peut débuter avec les impacts. Et ici, c'est vraiment un résumé d'une grande littérature là, qui est accessible et qui est un débat dans le public qui est très vif en ce moment. Quand on parle de l'impact de l'IA sur le travail, le thème dominant dans la littérature, comme dans la conversation publique, est sans doute celui de l'automation. Euh, euh, on traite de ce débat-là. Il y a une grande histoire, une longue histoire au débat de l'automation en économie politique. On en traite dans l'ouvrage. En gros, la thèse que nous défendons, c'est que l'automation ne signifie pas la fin du travail, ne signifie pas le remplacement du travail ou le passage à une société des loisirs pour tous et toutes, malheureusement. L'automation ne signifie pas non plus le passage à euh,
la fin du capitalisme et un espèce de retour vers le futur féodal, une thèse qui est de plus en plus défendue dans la littérature également, par exemple par Cédric Durand ou Yanis Varoufakis qui vient de sortir son livre sur le techno-féodalisme. Donc, on s'inscrit en faux contre ces thèses-là. Plus précisément, pour nous, l'automation engendre une précarisation, une intensification du travail, une pressurisation du travail. Et c'est vraiment un phénomène de réorganisation des tâches productives humaines plutôt que de remplacement du travail. Donc, pour aborder cette question avec vous, j'ai pensé utiliser l'exemple des IA génératives et de ChatGPT. Tous et toutes, probablement, vous êtes plus ou moins familiers avec ces technologies-là qui ont occupé beaucoup d'espace médiatique. Mais ce qui est intéressant avec l'IA générative, c'est que ça illustre en fait beaucoup des enjeux reliés au monde du travail. Et ça va me servir de porte d'entrée aussi, si on veut, pour exposer les impacts. Mais ce que je dis à propos de l'IA générative s'applique en grande partie également aux technologies algorithmiques en général, qui automatisent des tâches grâce à la robotisation, par exemple, ou encore les prises de décision algorithmiques, la gestion algorithmique du travail en général, etc. En ce qui concerne le monde du travail, on peut prendre l'exemple de ChatGPT ou des IA génératives, ont des impacts qu'on peut résumer sous 5 plans. Et ces 5 plans-là sont reliés tous de près ou de loin à l'enjeu de l'automation et dans différents secteurs d'emploi, on va avoir des combinaisons complexes et modifiables de ces 5 types d'impacts-là, si on veut. Donc, premièrement, et je vais utiliser l'exemple de ChatGPT, si on prend ChatGPT, par exemple, dû à ses aptitudes techniques, donc à les aptitudes techniques de l'algorithme, ce que l'algorithme est capable de faire, ChatGPT va pressuriser, va précariser plusieurs secteurs d'emploi et va menacer d'obsolescence certaines professions. Donc, ChatGPT pressurise le travail en augmentant les standards de productivité qui sont associés à diverses tâches. Dans la lignée des innovations technologiques qui accélèrent le temps de travail en multipliant les exigences à remplir à l'échelle individuelle des employés. Donc, ce qui peut représenter d'une part des gains en productivité pour un employeur ou une firme se traduit d'autre part par une intensification des tâches aussi, une plus grande exploitation du travail. Souvent, les gains en productivité de l'employé qui utilise ChatGPT ne vont pas se transposer ou se traduire nécessairement en augmentation de salaire. On s'entend. Donc, cette plus grande exploitation ou intensification du travail peut avoir des conséquences pour la santé, sécurité, le bien-être des travailleurs et des travailleuses également. De plus, on va avoir un nombre croissant d'entreprises, d'organisations qui vont automatiser partiellement ou complètement diverses tâches de rédaction, par exemple, de recherche, des tâches cléricales ou autres, ce qui peut occasionner effectivement des pertes d'emploi dans certains secteurs, mais qui vont surtout reconfigurer des tâches associées à certains emplois et créer de nouvelles tâches. Dans l'exemple de ChatGPT, des tâches de gestion, de correction, de supervision des IA génératives. Donc, deuxièmement, le point B là, sur la diapo, de façon reliée, on peut noter une nouvelle fracture qui s'ouvre entre les travailleurs-travailleuses qui ont accès à l'IA générative et savent bien l'utiliser, et ceux et celles qui ne l'ont pas l'utilisent de façon moins optimale. Donc, les IA génératives établissent ainsi ou peuvent établir une nouvelle hiérarchie parmi les travailleurs et les travailleuses en fonction de la littératie technologique, en fonction de l'accès aussi, qui est souvent un accès payant aux versions les plus performantes des applications, tout en dévalorisant les pratiques de travail low-tech. Donc, un travailleur, une travailleuse cognitive, pigiste, qui travaille avec papier et crayon, peut voir son travail dévalorisé à ce moment-là. Troisièmement, il y a aussi, sur le plan de la réachat, l'augmentation du pouvoir de surveillance des employeurs sur les employés avec l'usage des technologies algorithmiques qui est documenté dans la littérature également. Troisièmement, l'implantation des IA génératives dans le monde du travail accentue la dépendance à l'égard de ces technologies algorithmiques-là et étend ainsi le pouvoir des firmes qui les produisent, qui les développent, sur les organisations publiques, privées, grandes et petites, qui les utilisent. Quatrièmement, les données utilisées dans l'entraînement des IA génératives, pour revenir à cet exemple, proviennent de textes, d'images, extraits la plupart du temps de l'Internet,
Dans le cas d'IA générative, comme d'images comme DALL-E, Stable Diffusion, par exemple, ce sont souvent des œuvres d'artistes, des illustrations qui sont utilisées sans égard aux droits d'auteur par ailleurs. Et de cette façon, les images générées par algorithme peuvent contenir des éléments d'œuvres réalisées par des artistes dont le travail se trouve en retour précarisé par ces intelligences artificielles, par ces algorithmes. Donc, il y a ici des enjeux légaux qui se manifestent de plus en plus autour de ces questions. On le voit dans les journaux aussi ces jours-ci. Mais il y a derrière ça une dévalorisation donc du travail créatif, du travail intellectuel dans le cas des IA génératives, qui peut potentiellement marginaliser les auteurs, les artistes, miner aussi la reconnaissance, la rémunération juste de leur contribution. Et encore là, il y a tous des enjeux légaux autour du droit d'auteur, par exemple, qui se manifestent. Cinquièmement, et peut-être de façon plus importante et moins évidente, l'IA générative, on mobilise une importante force de travail digital, ce qu'on appelle le travail digital dans la littérature, sous la forme de micro-travail souvent. Et le micro-travail, donc on parle du travail du clic ici, qui est une forme de travail ordinairement précaire et faiblement rémunéré, un travail qui est souvent invisibilisé par ce qu'on appelle dans le livre un fétichisme des algorithmes qui perpétue le mythe, si on veut, d'une machina sapiens ou d'une machine savante et qui cache ou invisibilise le travail qui se produit derrière l'interface avec l'algorithme, le travail humain, le travail du clic, le micro-travail. Donc, dans le cas, pour prendre l'exemple de ChatGPT, encore une fois, il y a un travail fastidieux, très difficile de nettoyage de données et d'entraînement des algorithmes qui est nécessaire afin que l'IA générative évite, par exemple, des propos sexistes ou racistes ou violents ou haineux. Le fabricant de ChatGPT, la firme OpenAI, a sous-traité à une entreprise qui s'appelle Sama l'embauche de milliers de travailleurs, travailleuses au Kenya notamment, payés moins de 2 de l'heure pour étiqueter de larges quantités de textes violents et problématiques. Donc, certains de ces travailleurs, certaines de ces travailleuses-là ont par la suite développé des problèmes de syndrome de stress post-traumatique, par exemple, d'autres problèmes de santé mentale. Donc, c'est ça, le travail digital, c'est aussi ce travail qui est invisibilisé, qui permet aux algorithmes de fonctionner, d'être entraînés et de fonctionner par la suite. Donc, c'est ce qu'on appelle dans la littérature le paradoxe du dernier mille de l'IA, et mille parce que c'est une expression américaine, on pourrait dire le dernier kilomètre de l'IA là, ici. Chaque développement de l'IA crée en fait de nouvelles tâches pour les humains. Et au bout du compte, on constate qu'on s'éloigne d'une société des loisirs où les tâches difficiles, dangereuses, monotones seraient automatisées et les humains hériteraient des tâches plaisantes, créatives, épanouissantes. Nous nous dirigeons plutôt vers une société où les IA génératives, comme ChatGPT, automatisent l'écriture, la poésie, l'art, les activités créatives, et où les humains se voient confier les tâches difficiles, dangereuses, monotones de support des machines algorithmiques. Donc, en un mot, ces 5 aspects, si on veut, de l'impact des IA génératives sur le travail peuvent s'appliquer aux autres technologies algorithmiques également. Maintenant, je veux passer à la question de la conceptualisation du travail en soi. Donc, qu'est-ce qui produit le monde dans lequel on vit? Donc, la question du travail comme activité humaine productive plus large et quelles sont les reconfigurations, les modifications apportées à ces activités productives par l'avènement du capital algorithmique. Donc, pour répondre à cette question, on développe le concept dans le livre de travail algorithmique, qui est une synthèse de 4 moments ou 4 types de travail, si l'on veut, qui forment un vaste processus global de travail qui produit ce monde algorithmique. Il y a premièrement le travail digital que je viens d'évoquer, donc qui consiste en plusieurs types de travail digital, de travail à la demande. On pense aux chauffeurs Uber, par exemple, aux plateformes de distribution de ce qu'on appelle le gig work. Le micro-travail du clic que j'évoquais tout à l'heure dans l'exemple des travailleurs, travailleuses kenyans de l'entreprise Sama. Le travail social en réseau, c'est un travail que nous faisons tous et toutes, par exemple sur les réseaux sociaux, en produisant du contenu, en annotant des données, en qualifiant également. Troisièmement, il y a
Ah, OK, il y a un message, pardon. Troisièmement, il y a le travail venture aussi, qui est le travail des experts, experts en IA, des programmeurs, des gens qui sont d'ordinaire employés par des grandes firmes de technologie. Donc ça, c'est le travail digital. On remarque aussi une nouvelle division internationale de ce type de travail-là, où, pour faire court, la majorité des requérants de travail digital se trouvent dans le nord global. La majorité des travailleurs digital se constituent des marchés de travail digital dans le sud global. On voit des nouvelles relations entre du capital au nord et du travail au sud qui s'organisent et qui se développent dans les camps de réfugiés, dans les pays du sud global qui ont été affectés par des crises économiques. Au Venezuela, par exemple, le travail digital est une façon de survivre pour beaucoup de gens. Donc, il y a vraiment des nouvelles configurations internationales inédites et intéressantes ici. Donc, le travail digital produit quoi? Produit des algorithmes et des données. Deuxièmement, le travail industriel logistique comme deuxième moment du travail algorithmique. On pense ici à l'assemblage, par exemple, des appareils qui sont nécessaires à la reproduction du monde algorithmique, là, les tablettes, les téléphones, les ordinateurs. Donc, on parle, par exemple, de l'assemblage des iPhones dans les usines de Foxconn, ce grand complexe industriel à Shenzhen. Mais on parle aussi des travailleuses dans les entrepôts d'Amazon, jusqu'à la gestion des déchets électroniques. Donc, le travail industriel et logistique est une grande catégorie ici. Et on parle aussi, sous ce concept-là, d'algorithmisation et d'automation des processus de production industrielle eux-mêmes. Mon collègue l'a mentionné, l'a évoqué plus tôt. Il y a des grandes plateformes, des grandes multinationales comme Siemens et GE qui ont développé des plateformes qui peuvent être louées afin d'automatiser des processus de production manufacturiers, par exemple. Donc, sur le plan du travail industriel et logistique, on voit une algorithmisation de ces processus de production-là également. Le travail extractiviste, euh, pensez au travail d'extraction, pensez à tous les minerais, les métaux rares, les ressources naturelles, l'énergie aussi qu'il faut extraire afin de faire fonctionner les composantes, les différentes composantes du monde algorithmique, notamment la grande infrastructure technologique et matérielle dont parle Kate Crawford. Kate Crawford utilise l'expression, comme mon collègue l'a mentionné, d'industrie extractive pour parler du monde de l'IA. Et sur le plan du travail, c'est important aussi parce que ce travail-là est de plus en plus algorithmisé. On voit par exemple dans le modèle de la mine intelligente, le travail agricole également, qui utilise de plus en plus d'applications algorithmiques et d'intelligence artificielle, etc. Donc, le travail extractiviste produit des matières premières, de l'énergie également. Le travail domestique, quatrièmement, qui est un développement tellement spectaculaire qu'on lui réserve une thèse au complet dans le livre, en fait, où on étudie la colonisation de la sphère domestique, la sphère des tâches ménagères par l'Internet des objets connectés, par des intelligences artificielles d'assistants personnels, par exemple, ou d'assistants home, là, comme Alexa, par exemple. Et ce qu'on remarque, c'est une marchandisation accrue des tâches domestiques, par exemple dans le travail de plateforme, une connexion également de la sphère domestique, de la sphère ménagère avec le marché par la production de données qui provient directement des tâches domestiques et de la vie à la maison, sinon. Donc, le travail domestique produit quant à lui des corps, des gens, de la force de travail, mais aussi des données. Je veux brièvement peut-être terminer ma présentation avec quelques commentaires sur le plan du rapport entre le capital algorithmique et l'environnement. Nous avons une thèse dans le livre qui porte sur ce sujet et ce thème mérite, à notre avis, de figurer davantage dans les débats publics, davantage dans les débats universitaires aussi, en lien avec l'IA et les technologies algorithmiques. On voit que la production de capital algorithmique entraîne des conséquences dans le rapport entre société et nature qu'on étudie, qu'on examine dans le livre et on interroge donc le rapport entre le capital algorithmique et la crise écologique actuelle. Et il y a un obstacle idéologique, si on veut, aux discussions souvent dans ce domaine. C'est cette idée de base que le monde numérique est un monde de flux d'informations, un monde immatériel.
somme toute, un monde post-industriel, déconnecté des processus de reproduction de la nature, déconnecté des ressources naturelles, si on veut. Ce sont des flux d'informations dans des nuages. Il y a la métaphore nuagique qui est très ancrée dans nos conceptions du numérique et par ricochet dans nos conceptions de l'IA, des technologies algorithmiques. Mais au contraire, et lorsqu'on se met à étudier cette littérature-là, ce qu'on voit, c'est que l'empreinte écologique du capital algorithmique est vaste et largement insoutenable en l'état. Donc, la métaphore nuagique, qui, à notre avis, sied au capital algorithmique, c'est le nuage qui suit l'explosion d'une bombe atomique. Donc, on reprend un peu la position de Kate Crawford ou l'approche de Kate Crawford de considérer l'industrie extractive, l'ensemble de l'infrastructure matérielle du capital algorithmique. Donc là, on évoque plein de circonstances matérielles, que ce soit les centres de données, les serveurs, les câbles de fibre optique, les tours de communication, tous les appareils, les téléphones et tablettes qu'on porte sur nous-mêmes. On parle aussi de certains phénomènes de réindustrialisation de certains secteurs pour produire des objets connectés, entre autres. Réindustrialisation, par exemple, réactivation de mines de charbon afin de connecter des pôles de minage de Bitcoin et d'offrir de l'électricité à ces technologies algorithmiques extrêmement énergivores. Donc, dans le livre, dans la thèse, on explore ce qu'on appelle le cycle matériel du capital algorithmique. Ce cycle matériel du capital algorithmique est composé de 4 moments. Donc, vous voyez qu'on aime bien les structures à 4 moments, si on veut. Il y a l'extraction, d'abord. Ensuite, il y a la fabrication de ces appareils, de cette infrastructure, donc la manufacture, l'usinage, mais l'entraînement des algorithmes aussi irait dans la fabrication. L'utilisation de ces technologies, de ces appareils, et un 4e moment de retour à la nature, si on veut, sous la forme souvent de déchets électroniques ou encore de gaz à effet de serre. Pour vous donner une idée, là, le taux de recyclage des déchets électroniques dans le monde en ce moment est de 1%. Donc, il y a vraiment des enjeux importants sur le plan environnemental qu'il s'agit d'explorer. Donc, sur le plan de l'empreinte énergétique du capital algorithmique, donc sur le plan des émissions de CO2, par exemple, dans l'entraînement, l'utilisation des différentes technologies, c'est très difficile à calculer, en fait. De plus en plus de travaux, par contre, démontrent que cette empreinte carbone est largement insoutenable. Il y a des études, par exemple, au niveau micro, où on peut calculer qu'un prompt sur ChatGPT consomme autant d'énergie que recharger un téléphone ou que ajouter des IA génératives aux résultats de recherche Google, par exemple, peut quintupler ou même décupler la consommation d'énergie de chaque requête. On peut avoir un portrait un peu plus large aussi et regarder, par exemple, l'industrie des crypto-monnaies, le minage de Bitcoin, par exemple, qui consomme autant d'énergie par année qu'un pays comme l'Argentine. Donc, à mesure où on passe du micro au niveau macro, on se rend compte que l'empreinte carbone, l'empreinte écologique des technologies est très importante et est un sujet qui mérite davantage de discussion. Donc, il y a effectivement des promesses d'application d'IA en particulier pour solutionner des problèmes environnementaux, pour effectuer une meilleure gestion environnementale. Et ici, on voit que s'il y a des applications particulières de l'IA en gestion environnementale qui peuvent effectivement s'avérer bénéfiques, le problème réside surtout dans la trajectoire globale du capital algorithmique, qui est soumis à des impératifs d'extraction, de prédiction, de contrôle, de compétitivité, d'accumulation, mais surtout d'expansion de cette infrastructure industrielle et énergétique qu'il sous-tend et qui amplifie au final les problèmes qu'il cherche à résoudre. Donc, une approche globale, holistique, nous amène à voir que le capitalisme algorithmique ne contribue pas de façon globale à la transition écologique, bien que certaines technologies particulières puissent représenter parfois des contributions positives. Donc, on résume cet état de fait dans le livre sous le vocable du paradoxe écologique du capital algorithmique, alors qu'il cherche, avec les meilleures intentions du monde, à participer à la résolution de la crise climatique. Il contribue jusqu'à maintenant, tout le moins, à l'accélérer, à l'exacerber. Donc, nous discutons ainsi dans le livre de l'IA dans différentes sphères ou secteurs de la vie sociale. On arrive à dresser un portrait au fil de 20 thèses
du nouveau monde, si on veut, dans lequel nous avons été plongés subtilement, mais assez profondément également depuis une quinzaine d'années environ. Et je veux souligner en terminant la présentation que nous dédions les 3 à 4 dernières thèses du livre à l'exploration de pistes de sortie du capital algorithmique. Comment dépasser ce modèle de société? Est-ce qu'on peut penser les technologies d'IA en symbiose avec un monde plus juste, plus démocratique, plus écologique? Donc, nous explorons ces pistes de dépassement en détail et nous proposons au final que la meilleure voie d'avenir, selon nous, est une transition vers une société post-capitaliste et techno-sobre, où l'IA, les algorithmes jouent un rôle circonscrit, un rôle soumis au pouvoir démocratique également. Et nous vous invitons à consulter ces derniers chapitres afin de juger de la justesse de nos propositions. Et je vais conclure la présentation comme ça.